descendais le dernier coteau du Canigou, et bien que le soleil fût déjà couché, je distinguais, dans la plaine, les maisons de la petite ville d'Ille vers laquelle je me dirigeais. « Vous savez, dis-je au Catalan qui me servait de guide depuis la veille, vous savez sans doute où demeure monsieur de Péréorade. »« Ah, si je le sais, s'écria-t-il, je connais sa maison comme la mienne, et s'il ne faisait pas si noir, je vous la montrerais. C'est la plus belle d'Ille. Et il a de l'argent, oui, monsieur de Péréorade, et il marie son fils à plus riche que lui encore. »« Et ce mariage se fera-t-il bientôt ?» lui demandai-je. « Bientôt. Il se peut que déjà les violons soient commandés pour la noce. Ce soir, peut-être, demain, après-demain, que sais-je. C'est à Puy-Garrigue que ça se fera, car c'est mademoiselle de Puy-Garrigue que monsieur le fils épouse. Ah, ce sera beau, oui. » J'étais recommandé à monsieur de Péréorade par mon ami monsieur de P. C'était, m'avait-il dit, un antiquaire fort instruit et d'une complaisance à toute épreuve. Il se ferait un plaisir de me montrer toutes les ruines à 10 lieues à la ronde. Or, je comptais sur lui pour visiter les environs d'Ille, que je savais riches en monuments antiques et du Moyen-Âge. Ce mariage, dont on me parlait alors pour la première fois, dérangeait tous mes plans. Je vais être un trouble-fête, me dis-je, mais j'étais attendu, annoncé par monsieur de P. Il fallait bien me présenter. « Gageons, monsieur, » me dit mon guide, comme nous étions déjà dans la plaine, « gageons un cigare, que je devine ce que vous allez faire chez monsieur de Péréorade. »« Mais, » répondis-je en lui tendant un cigare, « cela n'est pas bien difficile à deviner. À l'heure qu'il est, quand on a fait 6 lieues dans le Canigou, la grande affaire, c'est de souper. »« Oui, mais demain, tenez, je parierais que vous venez àIlle pour voir l'idole. J'ai deviné cela, à vous voir tirer en portrait les seins de Sérabona. »« L'idole ? Quelle idole ?» Ce mot avait excité ma curiosité. « Comment ? L'on ne vous a pas conté à Perpignan comment monsieur de Péréorade avait trouvé une idole en terre. »« Vous voulez dire une statue en terre cuite, en argile ? » ?»« Non pas. Oui, bien en cuivre, et il y en a de quoi faire des gros sous. Elle vous pèse autant qu'une cloche d'église. C'est bien avant dans la terre, au pied d'un olivier, que nous l'avons eue. » « Vous étiez donc présent à la découverte ? » ?»« Oui, monsieur. Monsieur de Péréorade nous dit, il y a 15 jours, à Jean Col et à moi, de déraciner un vieil olivier qui était gelé de l'année dernière, car elle a été bien mauvaise, comme vous savez. Voilà donc qu'en travaillant, Jean Col, qui y allait de tout cœur, il donne un coup de pioche, et j'entends bim, comme s'il avait tapé sur une cloche. Qu'est-ce que c'est que je dis ? Nous piochons toujours, nous piochons, et voilà qu'il paraît une main noire qui semblait la main d'un mort qui sortait de terre. Moi, la peur me prend. Je m'en vais à monsieur et je lui dis « Des morts, notre maître, qui sont sous l'olivier. Faut appeler le curé. » Quel mort, qu'il me dit. Il vient, et il n'a pas plutôt vu la main qu'il s'écrie « Un antique, un antique !» Vous auriez cru qu'il avait trouvé un trésor. Et le voilà avec la pioche, avec les mains, qui se démènent et qui faisaient quasiment autant d'ouvrage que nous deux. Et enfin, que trouvâtes-vous ? Une grande femme noire, plus qu'à moitié nue, révérence parler, monsieur, tout en cuivre, et monsieur de Péréorade nous a dit que c'était une idole du temps des païens, du temps de Charlemagne, quoi. Je vois ce que c'est. Quelques bonnes vierges en bronze d'un couvent détruit. Une bonne vierge, ah bien oui. Je l'aurais bien reconnu si ça avait été une bonne vierge. C'est une idole, vous dis-je. On le voit bien à son air. Elle vous fixe avec ses grands yeux blancs. On dirait qu'elle vous dévisage. On baisse les yeux, oui, en la regardant. Des yeux blancs. Sans doute ils sont incrustés dans le bronze. Ce sera peut-être quelque statue romaine. Romaine, c'est cela. Monsieur de Péréorade dit que c'est une romaine. Ah, je vois bien que vous êtes un savant, comme lui. Est-elle entière, bien conservée ? Oh, monsieur, il ne lui manque rien. C'est encore plus beau et mieux fini que le buste de Louis-Philippe, qui est à la mairie, en plâtre peint. Mais avec tout cela, la figure de cette idole ne me revient pas. Elle a l'air méchante, et elle l'est aussi. Méchante ? Quelle méchanceté vous a-t-elle faite ?
Pas moi précisément, mais vous allez voir. Nous nous étions mis à 4 pour la dresser debout, et monsieur de Perrehaurade, qui lui aussi tirait à la corde, bien qu'il n'ait guère plus de force qu'un poulet, le digne homme. Avec bien de la peine, nous la mettons droite. J'amassais un tuileau pour la caler, quand, patatras, la voilà qui tombe à la renverse, tout d'une masse. Je dis « Garde-sous !» Pas assez vite pourtant, car Jean-Col n'a pas eu le temps de tirer sa jambe. Et il a été blessé. Cassé net, comme un échalas, sa pauvre jambe. Pécaire. Quand j'ai vu cela, moi, j'étais furieux. Je voulais défoncer l'idole à coups de pioche, mais monsieur de Perrehaurade m'a retenu. Il a donné de l'argent à Jean-Col, qui tout de même est encore au lit depuis 15 jours que cela lui est arrivé. Et le médecin dit qu'il ne marchera jamais de cette jambe-là comme de l'autre. C'est dommage, lui qui était notre meilleur coureur. Et après monsieur le fils, le plus malin joueur de paume. C'est que monsieur Alphonse de Perrehaurade en a été triste, car c'est Col qui faisait sa partie. Voilà qui était beau à voir, comme il se renvoyait les balles. Paf, paf, jamais elle ne touchait terre. Devisant de la sorte, nous entrâmes à Île, et je me trouvai bientôt en présence de monsieur de Perrehaurade. C'était un petit vieillard vert, encore dispos, poudré, le nez rouge, l'air jovial et goguenard. Avant d'avoir ouvert la lettre de monsieur de P, il m'avait installé devant une table bien servie, et m'avait présenté à sa femme et à son fils comme un archéologue illustre qui devait tirer le roussillon de l'oubli ou le laisser l'indifférence des savants. Tout en mangeant de bon appétit, car rien ne dispose mieux que l'air vif des montagnes, j'examinais mes hôtes. J'ai dit un mot de monsieur de Perrehaurade. Je dois ajouter que c'était la vivacité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.